Coucou ma tribu, j'espère que vous allez bien. Eh ben, ça faisait longtemps. Je suis très contente de vous retrouver ce soir avec Sophie Brarda comme invitée. Sophie est psychanalyste. Elle est spécialiste, je ne dis pas de bêtises, de la psychologie des profondeurs. Elle est aussi formatrice en tarot-psychologie. Elle est autrice d'un livre formidable, ici, paru chez le Duc Ezo, je crois en 2001, si mes souvenirs sont bons, se réaliser avec le tarot, apprendre à mieux se connaître. C'est un bijou absolument incroyable autour de notre jour de naissance. Jour de naissance ayant un lien avec une carte du tarot, un arcade majeur. Et on apprend beaucoup de choses sur soi. Vraiment, je vous le recommande. Elle va peut-être en dire quelques mots, même si ce n'est pas le sujet du jour. On a fait plein d'autres... on en a fait 2-3, je crois, sur ce livre. L'année dernière ou l'année encore d'avant. Donc, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le retrouver si cela vous intéresse. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle est, Sophie? J'espère que ça va tout le monde. Comment allez-vous? Alors, Sophie. Pourtant, je l'ai écrit juste avant. Alors, si vous avez des rêves récurrents, si vous avez rêvé la nuit dernière, que vous les avez notés dans votre cahier de rêves, ou si vous vous en souvenez, gardez-les précieusement parce qu'on va pouvoir en discuter. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez à Sophie. Coucou ma Fabienne. Oui, pourtant j'ai envoyé une invitation. Ça va recommencer. Ça fait longtemps. Et accepter, j'accepte l'invitation. Ça ne marche pas. Alors, je recommence, Sophie, je te renvoie une invitation. Sophie la psy ne peut pas participer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? Ça faisait longtemps. C'est aussi pour ça que... Bon, j'étais en vacances la semaine dernière, certes. Mais j'avoue que ça devient compliqué, Insta. Les lives Insta, bizarrement, deviennent compliqués. Ah, je sais pas. Ah, hey, ah Comme quoi, ne jamais désespérer quand même. oh là là, ça nous fait des dents de scie, enfin Des pics des montagnes russes. émotionnels. Oh, mais moi aussi je vis ça avec tout ce qui est Instagram, Facebook, les lives, les machins, c'est toujours. Hein. Voilà, très... Ils testent nos nerfs, c'est tout. Mais Ouais, tout va bien, ouais. Donc j'étais là, je comprends pas. tu l'as, j'arrive. Ça fait super plaisir de te voir, Mais Sophie. moi aussi, je suis ravie, je suis ravie. On va parler encore de plein de choses super intéressantes grâce à toi. Je reparlais de ton livre, Se réaliser avec le tarot. Est-ce que pour Merci. les personnes qui ont rejoint la team il n'y a Oui. pas longtemps, est-ce que tu peux un petit peu reparler de ton livre quelques instants? Oui, alors moi je n'utilise pas le tarot comme objet de prédiction, ce n'est pas pour faire de la voyance. Comme son nom l'indique, c'est pour apprendre à mieux se connaître. Donc c'est un guide à travers sa date de naissance. On va avoir une carte qui va nous représenter. Et je m'appuie sur les travaux de Jung parce que je suis psychanalyste. Et donc l'idée, c'est de comprendre le type psychologique auquel on appartient, donc voir les points forts, mais aussi peut-être les limites. C'est un guide parce que il y a comment dire, des explications sur ses fonctionnements, sur ce qui fait vraiment sa spécificité. C'est une manière de se reconnaître, hein, mais on peut pas non plus se réduire à ça. Il y a des gens qui disent oh c'est un peu réducteur, mais faut bien comprendre que c'est ouvert, c'est pas pour enfermer les personnes dans des catégories, mais pour mieux les guider, puis comprendre que peut-être qu'il y a d'autres cartes qui nous parlent aussi, c'est vrai, hein, je suis pas pour toi, mais faut le voir comme ça aussi, hein. Mais en tout cas,
cas, je donne des exercices avec des questionnements, des travaux pratiques pour s'approprier. C'est pas juste une lecture intellectuelle, avoir des savoirs, des connaissances. C'est aussi voilà, une manière de mieux aborder qui on est, comment on fonctionne. Puis ça nous permet aussi de comprendre les autres. Parce que quand on voit par rapport à cette date de naissance, on va voir, tiens, un tel, il est telle carte. Ah bon, mais je comprends mieux pourquoi il me répond comme ça ou il réagit de telle manière. C'est vrai. Voilà, ça permet de faire ça. Et parfois, parce que je l'utilise dans certaines circonstances avec les personnes que je reçois en cabinet, et c'est vrai que, alors parfois c'est complètement juste, ça tape complètement juste, et des fois c'est, alors là, pas du tout. Donc des personnes qui peuvent lire comme ça leur description par rapport à leur jour de naissance, Euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bah, d'abord, il faut penser que là, ce livre, il n'est que sur une carte. La date de naissance, il y a le jour, le mois, l'année. Donc, ceux qui me suivent savent que je fais des lives en ce moment sur, en fait, toutes les dates, les chiffres vont correspondre à des cartes. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a un panel de cartes. Au total, on a 14 cartes. Donc, c'est peut-être possible qu'on ne se reconnaisse pas uniquement dans celle-là. Comme moi, par exemple, quand je lis des trucs sur le Gémeaux, tu vois, en astrologie, je me retrouve pas forcément. Après, je peux comprendre ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est un peu réducteur. Alors que je trouve que mon ascendant, qui est Lion, bah, ça me parle. Oui. Tu vois, ben, et puis encore, c'est que deux choses, mais quand on regarde un thème astral, il y a plein de combinaisons. Ben, c'est un peu pareil. Donc, ce livre se voulait grand public, à des gens qui ne connaissent pas forcément le tarot. C'était un outil. Voilà, comme je dis, ce sont des orientations, des pistes. Certaines personnes aussi que j'ai eues en séance ne se reconnaissaient pas dans la carte parce qu'elles avaient des tels freins en elles-mêmes, des tels blocages, une telle dévalorisation qu'elles pouvaient même pas reconnaître ses qualités. Et longtemps après des séances, ben maintenant elles s'assument complètement et au contraire elles le vivent en connaissance de cause et du coup c'est utilisé à bon escient. Ça peut être un très bon outil, effectivement, de connaissance de soi ou de découverte de soi. Donc, Oui. c'est non négligeable. Non, non, vraiment, il est formidable. Vraiment, je recommande. Achetez ce livre. C'est Le Duc Ezo. Alors, aujourd'hui, je t'ai invité pour que nous puissions, dans un premier temps, éclaircir les gens sur le monde des psys. Ouais. Voilà, parce que j'ai l'impression, tout le temps, enfin, les gens se plantent sans arrêt, ils ne savent pas. Ah mais Ils disent, oh, bah, je vais voir un psy. Alors, c'est un quoi comme psy? grand mélange, une grande confusion totale. Une confusion totale. Donc, alors que chacun a ses spécialités, chacun a son domaine, pas de compétences, parce qu'à chaque fois, c'est l'accompagnement de la personne. Mais en tous les cas, façon d'être, une façon d'accompagner qui est différente. Tu es d'accord avec ça? Alors, je dirais pas ça. Je dirais, ils interviennent pas dans le même champ. Par exemple, la grande confusion, c'est les gens on dit, j'ai vu un psychiatre. Je comprends pas, on n'a pas travaillé en psychologie. Mais c'est pas le but d'un psychiatre. Exact. Très Un bien. psychiatre, c'est un médecin. Des séances durent 15 minutes à peine. Hein. Il va poser un diagnostic et il va, lui, comme il est médecin, il est scientifique, il va pouvoir être habilité à donner des médicaments à prescrire. Voilà, des anxiolytiques, des antidépresseurs, voilà, toute une pharmacologie. Alors que donc du coup, il va pas aller travailler sur les émotions de la personne, pourquoi elle vit ça, qu'est-ce qui se passe. Alors, Donc les gens sont frustrés, ils disent, oui. sauf certains quand même qui ont eu, je trouve, l'ouverture d'esprit d'aller plus loin. Et ils sont psychiatres, mais ils ont aussi une spécialité. Ils ont fait, Ah oui, je ne sais pas si des études oui, oui. supplémentaires ou des stages, mais Ouais. de psychothérapie. Mais Là, ça Mais d'abord, m'intéresse. oui, oui, mais il faut penser, par exemple, sur des gens qui sont allés à l'hôpital ou ils ont été en urgence, ils ont vu un Ouais. psychiatre, même des fois ils ont fait un tour en hôpital psy, hein, vraiment. Et ils viennent me voir et ils me disent, d'ailleurs, ils me disent, c'est un psychiatre qui m'a envoyé vers vous. Parce que c'est pas le but, souvent, c'est pas le rôle d'un psychiatre. Il va pas rentrer dans une démarche d'accompagnement psychologique. Mm. Donc, ça, je tiens à le spécifier parce que beaucoup de gens me disent, je comprends pas. C'est important. Donc, après, vous regardez, si vous voyez psychiatre et psychanalyste, qui était le cas de mon premier psychanalyste, c'était psychiatre et psychanalyste. Bah là, oui, il est aussi, il fait ce que je fais moi. Si vous voyez, comme tu disais, des psychiatres qui vont avoir ça peut être neuropsychiatre. Donc, il a tout ce qui est les fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup sur tout ce qui est langage,
tout ce qui est dysfonctionnement au niveau de la perception des choses, tout ce qui est voilà, c'est lié tout ce qui est lié au cerveau, aux fonctions cognitives, comment on perçoit, je dirais un peu la mécanique, je dirais là vraiment physique du cerveau et des voilà, ce sera ça. Mais après, si on veut faire un travail sur soi, d'accompagnement psychologique, ben là, vaut mieux aller voir soit un psychologue, soit un psychothérapeute ou un psychanalyste. Mais là aussi, il va y avoir des petites différences. Un psychologue, c'est sur face à face. Euh, alors, il y a aussi des histoires de diplômes. Ils n'ont pas les mêmes diplômes. Il y a ça aussi qui Sur les intervient. Mais un diplômes, psychologue, les formations, c'est tellement vaste. Ouais. et d'ailleurs, bien souvent, tu as raison, ils vont aussi rajouter. Alors voilà, ça a des différences avec les psychiatres, les psychologues ou les psychothérapeutes vont des fois apporter une spécialité en plus, donc au niveau de thérapie. C'est-à-dire, tu vas avoir ceux qui vont faire la PNL, ceux qui vont faire le MDR. Alors, je le dis peut-être, c'est un peu vite. PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, c'est tout ce qui est lié à la communication, on va dire, par exemple, si tu es visuel, si tu es plutôt auditif, si tu es plutôt kinesthésique, et tout ce qui rentre dans le champ de la communication. Le MDR, ça va être, on va travailler sur comment, par rapport au voilà, quelqu'un qui va faire le MDR, c'est pas tout le monde, c'est des gens qui ont des traumas en général, hein, qui ont assisté à un accident, à une scène violente, quelque chose qui les a vraiment bouleversés, qui a été un choc. Alors, c'est pour un peu déprogrammer ce choc traumatique et le reprogrammer, donc à travers les yeux, à travers tout un mouvement. Tu vas avoir la kinésiologie aussi, c'est par le corps, avec. Questionne le corps. D'ailleurs, j'ai On va invité une questionner. kinésiologue à un moment donné, Voilà, tu Manuela. vois. Ouais. Voilà. Tu vois, alors on va faire travailler par rapport à cette mémoire corporelle qui est inscrite, le corps parle et on répond au corps, pardon, et on développe une espèce de dialogue comme ça. Mais c'est que Euh, le thérapeute qui discute avec le corps. Et de toute façon, le corps, l'avantage, c'est qu'il ment pas. C'est ça qui est intéressant. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment un questionnement Alors, tu sais, des ces techniciens. techniques-là, l'hypnothérapeute aussi, par exemple, l'hypnothérapeute, souvent les gens vont aller le voir. Alors, ça fait partie, on appelle ça toutes les thérapies comportementales, c'est-à-dire thérapie brève, hein, ça dit dans le terme. Donc, c'est tout ce qui va jouer sur des attitudes et comportements. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'arrêter de fumer, ceux qui ont des problèmes de poids, qui veulent perdre du poids, des gens qui ont des problèmes d'insomnie, des gens qui vivent du stress. Tout cela peuvent faire appel à des techniques qui vont jouer sur, comme je dis, ils vont jouer sur un certain champ, un certain aspect de la personne. Mais après, pour tout ce qu'on va aller en profondeur, ben, c'est psychothérapeute et psychanalyste. La différence avec le psychanalyste, ça peut être très long. Alors après, il faut penser qu'il y a deux obédiences. Surtout en France, il y en a surtout une qui domine, c'est les Freudiens, Freudiens lacaniens. Alors là, qu'on voit bien, c'est cette image qu'on a du psy qui parle pas beaucoup. Le patient est allongé et derrière toi, tu as le psy qui annonce des oui, c'est cela, mais vous dites oui. Enfin, tu vois, qui laisse parler beaucoup la personne et c'est dans cette espèce d'introspection qui émerge des choses et il est un peu comme une sorte de il ramène à le psychanalyste va ramener à des choses, va pointer du doigt des mots, voilà, il va plutôt aider à susciter un processus. Voilà. Je dirais qu'un psychanalyste c'est un accoucheur. Et puis la psychanalyse, alors dans la psychanalyse freudienne, lacanienne, t'as compris, puis tu as la psychanalyse donc je suis, qui est les Jungiens, donc qui est liée à Jung. Hein. Alors là, nous on est en face à face. On peut allonger la personne aussi quand on fait un travail d'imagination active, mais c'est beaucoup un dialogue et on travaille à partir des rêves, comme tu sais. Voilà. Pardon. Un freudien lacanien ne va jamais analyser des rêves. Tu peux lui en parler. Lui, il en prendra compte. Il comprendra certaines choses. Il aura sa grille de lecture. Mais il ne va pas travailler à partir du matériel des rêves. Alors qu'un Jungien, c'est son matériel parce que la symbolique de certains des objets, des lieux, des personnages va renseigner sur des aspects profonds que l'on porte et on peut les utiliser. On va rentrer dans un dialogue profond avec soi. J'espère que j'étais assez claire sur la variété Je vais parler un petit peu de ma gueule aussi de temps en temps. J'essaie de me mettre un petit peu en avant. Il y a aussi le travail des thérapies psychocorporelles. Oui. Et donc là, il y en a pas mal, il y en a des différentes, il y a différents styles.
On pourrait parler aussi de, comment ça s'appelle, les constellations familiales. J'ai jamais essayé. Mais il y a plein d'autres. L'analyse Alors, transactionnelle. Il y a bah, ouais. tiens, Catherine Delanoë qui vient d'arriver, là, pareil, que j'ai invité, qui fait de la rigologie. Oh, je dis n'importe quoi. Qui traite par rapport au rire. Et Le, c'est le extraordinaire. yoga du rire, Yoga peut-être. du Le rire. yoga. Oui, mais elle l'appelle Ah, autrement, je crois. Oui, mais du yoga du rire. Mais Catherine Delanoë, que j'ai rencontrée justement à la formation de sophroanalyse. Et la sophroanalyse qui est de la thérapie psychocorporelle. Et là, on passe par le corps, on va questionner le corps pour, pareil, pour libérer des choses, pour libérer des émotions, pour, oui, rigologie, voilà, c'est ça, rigologie. Elle l'appelle rigologie. Donc c'est, oui, un peu comme le yoga du rire, si les gens connaissent plus le yoga du rire, mais c'est la même chose. C'est une excellente technique aussi. C'est vrai que après, il y a plein d'autres techniques. Après, il y a vous verrez peut-être des fois marqué psychopraticien. mm, Il y a la gestalt aussi. Il y a mhm. plein de méthodes différentes. La gestalt, je ne sais pas trop, je connais pas trop. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est au-delà, mais en dehors du psychiatre, parce que lui, c'est vraiment pour les médicaments. Le reste, je trouve, de tout ce qui est travail thérapeutique, je pense que, alors tu vas me dire ce que tu en penses, c'est quand même lié à la personne. Je pense que ce qui est important, c'est de se sentir. La personne et son problème aussi, parce que Alors, je euh, parle de la personne, je parle du thérapeute. ah, je croyais que tu parlais de Non, du non, non, patient. non. Je parle du choix par rapport au choix du thérapeute, trouver une personne qui nous convient. Ah oui, alors ça c'est essentiel. C'est un rapport de confiance et tu peux très bien ne pas t'entendre ou pas ou le feeling passe pas avec un thérapeute, tu peux très bien en changer. Il faut que tu ailles avec la personne à qui tu te sens en affinité, c'est important. Mais ça, c'est important de le dire, parce que j'ai l'impression parfois que des personnes restent en souffrance. Ah Enfin, oui? sont en souffrance en thérapie avec une personne, on se dit oui, oui, mais c'est quelqu'un de connu, alors je reste. Oui, mais non, Ah bah enfin, non. non, c'est quand même important, tu es d'accord? Qu'il y a un, Ouais, qu'il y a un transfert, complètement. que quelque chose qui se Oui. passe. Oui. Mais même un thérapeute peut dire, je refuse cette personne, pas parce que elle ne lui plaît pas, mais qu'elle sent que ça ne fonctionne pas et que elle dira, je suis pas adaptée pour vous, je ne corresponds pas, ou elle peut, moi ça m'est arrivé, hein, de dire non, ça va pas le faire. Hmm. C'est pas une question que si la personne nous plaît ou qu'elle va pas, c'est que, comme tu dis, c'est quelque chose à deux. Et il faut, comme tu parlais de transfert, il faut un transfert contre transfert pour que ça Bien sûr. marche. Donc, oui, tu as raison. Il faut choisir son Hmm. thérapeute. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, ne pas hésiter aussi, rassurer les gens en leur disant, n'hésitez pas à faire une première séance, voir si on se sent bien ou pas. Si on se sent pas bien, ça sert à rien d'insister, non? Ah ben, normalement, c'est même déontologique. On est censé dire, moi je prends bien soin de le dire, que la première séance, vous êtes libre et à la fin de me dire si ça vous plaît pas, si la méthode vous parle pas, si moi ça passe pas, vous pouvez arrêter. Enfin, vous pouvez très bien ne pas continuer. Même des fois, il y en a au bout de 3, 4 séances, me disent, moi j'ai l'impression de patiner, ça me plaît pas. Il n'y a pas de souci, on arrête là. Je pense que c'est déontologique. Peut-être qu'il y a des gens, ça je ne sais pas, mais il faut vraiment considérer que non, non, on peut choisir, on est libre de partir, on n'est pas obligé, c'est important, tu as raison. Après, c'est vrai que le problème, il y en a certains qui vont avoir tendance à arrêter pour des mauvaises raisons. Alors ça, Un peu de mais bon, frustration. on le reprend. Hmm. Ben, c'est-à-dire que c'est une forme de sabotage, c'est-à-dire il y en a comme ça, ils vont faire le tour de tous les thérapeutes de la ville et en fait, ils testent, ils se prouvent encore que ben, ça marche pas, que ça n'arrivera pas, que ils sont un peu dans une boucle. Bon, enfin, ça c'est des personnes plus rares, mais c'est vrai que les gens doivent se sentir libres de continuer, d'arrêter. Hmm. Alors peut-être que ça c'est vrai que, je vais dire honnêtement, un lacanien est plus directif et on est obligé d'arriver, enfin de faire les séances. Si on vient pas, on la paye quand même. Enfin, c'est très strict. Il y a vraiment un protocole très. Alors peut-être qu'il y en a qui ont eu à faire. C'est ça aussi que les gens ne savent pas. Ils ne regardent pas, ils ne posent pas. Moi, j'ai posé la question à mon psychanalyste quand la première fois, j'ai dit, vous êtes de quelle obédience? Ouais. Voilà, il va vous dire, je suis freudien, je suis lacanien. Et à vous de lire un peu aussi, de vous renseigner un peu Oui. sur des revues. Ou de poser Parce que carrément la question au thérapeute. Comment est-ce que vous ah, travaillez? C'est quoi vos méthodes? Et d'essayer d'y aller une première fois et de voir, effectivement. Hmm.
En deuxième psychanalyse, en conférence, donc c'est important. Des fois, il y en a qui ont écrit des livres, des conférences, donc vous pouvez les voir. C'est vous voyez déjà ce qui émane de la personne. Moi, ce qui m'avait plu dans la conférence de mon deuxième psychanalyste, c'est quand il a commencé à parler des rêves, j'étais là, waouh. Là, c'était voilà, ça m'a parlé. Il s'est passé quelque chose. Ça, c'est important. Et c'est drôle parce que aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que c'est plus facile pour les gens d'aller voir quelqu'un. J'adore cette expression. Je vais voir quelqu'un. Est-ce que tu as ce sentiment-là que c'est quand même plus facile pour les gens en général d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un thérapeute pour travailler sur soi On va dire qu'on a un phénomène depuis 3 ans, depuis le premier confinement. Ça a été un tel mal-être. Il y a des gens, ils ont vécu une telle remise en question. Ils ont été bouleversés. C'est venu vraiment les chercher dans des choses profondes. Ça s'est démocratisé à ce moment-là. Les gens sont beaucoup allés sur les réseaux sociaux, ont vraiment cherché, se sont renseignés. Il y a eu vraiment, ça s'est démocratisé, on va dire, à ce moment-là. Mais c'est pas encore gagné, hein, parce que souvent, même que des gens s'excusent presque quand ils viennent me voir en disant, ils demandent, mais est-ce que je suis pas fou, quoi? C'est associé d'aller voir. C'est que tu es fou et que tu n'es pas capable de t'en sortir par toi-même. Ça, ou alors je ne suis pas normale. Ou est-ce que je suis normale? La grande question profonde, c'est ça. C'est est-ce que je suis normale? Et qu'est-ce que la normalité? Il y a beaucoup de questions philosophiques là-dessus. Oui. Ben, aussi, c'est parce qu'on cherche la validation sociale. Hein. On voudrait correspondre au groupe, au collectif. Et donc, cette notion de normalité, elle représente les normes qu'on nous a infligées, les codes, l'éducation, les dogmes sociétaux, c'est tout ça. Est-ce que, parce que Cécile dit, si tout le monde se remettait en question, le monde irait mieux. Est-ce que... Bah, c'est ce que dit Jung. Bien sûr. Ça, c'est la phrase de Jung. Jung, on lui a posé la question, tu sais, il est mort en 62. Donc, c'était dans les années 60, c'était la crise de Cuba, tu sais, avec les missiles, avec Fidel Castro et Kennedy, là. Et on a frôlé une troisième guerre mondiale, parce qu'il y avait des histoires comme aujourd'hui, hein, pour le nucléaire. Rebelote. Voilà. Et il dit d'ailleurs, parce que des fois je sors des phrases de lui, et des gens, j'ai des commentaires, ils me disent, oh, mais il est hyper moderne, il disait des trucs qui sont hyper d'actualité. Et ses étudiants lui avaient posé la question, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Il avait dit, si tout le monde travaille sur son inconscient, eh ben, on n'aura pas de guerre. Donc, moi, je n'arrête pas de répéter ça quand on a eu la guerre en Ukraine. Je dis, travaillez sur votre inconscient. On ne peut pas travailler sur les autres, mais on peut travailler sur soi. Plus on travaille sur soi, plus je pense qu'on amène quelque chose de plus positif dans ce monde. Oui, bien sûr. Ouais. Évidemment. Et d'ailleurs, tiens, passant transition, est-ce que tu peux nous parler de Jung, justement? Alors que moi, j'ai toujours adoré, non, c'est pas le mot, je déteste. Non, il m'a toujours attiré, le personnel. Autant Freud, j'ai eu du mal, j'ai découvert autrement avec la formation sexo-analyse que j'ai faite l'année dernière. J'ai découvert finalement un homme qui a subi de l'inceste par son père, qui a subi quand même des violences sexuelles par son père. Et du coup, là, j'ai trouvé attendrissant Freud, parce que jusque-là, je ne pouvais pas le supporter. Vraiment, je le trouvais rétrograde, complètement has-been. Qu'est-ce que c'est? Et le pire, c'est de voir qu'en France, les trois quarts des gens sont fanas de Freud. Après, moi, je critiquer Freud parce qu'il est le père de la psychanalyse. Ouais, mais il faut tuer le père. C'est comme des découvreurs, c'est un peu comme, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais comme Magellan et Christophe Colomb. Je pense que Magellan est allé plus loin que Christophe Colomb. Christophe Colomb, on dit qu'il a découvert les États-Unis, mais en fait, il a été dans les premières îles. Et après, tu as ceux qui sont allés explorer, les conquistadors qui sont allés explorer le Pérou et tout ça. Mais donc, il faut penser que c'est un peu comme c'est un découvreur, Freud. Et il est le premier, celui qui a franchi cette terre, qui a découvert, qui a parlé de l'inconscient. C'est le premier. Donc il a vraiment mis les bases. Je dirais, il a mis un certain degré. Enfin, je dirais qu'il fait vraiment les bases et qu'il n'y a rien à remettre en question. Ce qui est problématique, ce qu'a dit Jung, c'est que ça reste là, ça reste concentré autour du problème oedipien, de la sexualité, l'inconscient, c'est la poubelle. Voilà, on est dans quelque chose qui reste clos. Et c'est vrai qu'en France,
il y a c'est une grande tradition, une grande admiration de Freud, et il y a une sorte voilà, moi j'appelle ça un peu une monopole, une dictature de la vision freudienne. Et Jung, alors parce que Jung a été beaucoup décrié par Freud, bah, du coup, il pâtit d'une mauvaise réputation. Mais Jung, moi je dirais, ben, après lui, c'est comme s'il était allé sur un territoire encore plus loin, il a dépassé, l'élève a dépassé le maître, comme on dit souvent. Hein. Jung était donc considéré par Freud comme son fils spirituel. Il reprenait, il allait prendre la suite. Hein. Ça faisait 10 ans qu'ils se côtoyaient, qu'ils collaboraient. Ils étaient très proches. Hein. Et quand il y a eu la séparation, le conflit est venu justement parce que Jung a commencé à découvrir la notion d'inconscient collectif, la synchronicité et les archétypes. Les 3 grandes découvertes de Jung. Et là, l'autre lui a dit, ah non, c'est des bêtises. Tu dépasses les bornes, Maurice. Il a traité de Jung de fou. Et c'est resté. Les Freudiens disent toujours Jung est fou. Pourtant, je trouve quand même plus intéressant, pas pour plein de choses. Effectivement, l'inconscient, la symbolique, il y a quand même des thèmes je trouve super, super intéressants. Parce que justement, tu peux nous en parler. Et justement, il y a un sujet qu'on devait aborder, c'est le processus d'individuation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors là, du coup, on va voir la différence entre Freud et Jung. Freud, l'optique, lui, ce qu'il amenait, sa phrase qui résume bien, c'est aimer et travailler. Donc, il est vraiment dans l'idée que l'homme doit s'insérer dans la société, donc du coup se conformer, d'être le plus adapté possible à la société, au collectif, à son environnement, pour trouver un équilibre. Bon, c'est pas faux, hein, mais bon, c'est réducteur. Et Jung, bah lui, il va dire, mais je suis pas que ce personnage social. Je suis pas que l'image que je montre. C'est réducteur de me réduire à ça, quoi. Et il va dire, il y a au fond de chacun un individu, un être lumineux, dénué d'ego, que comme un sage ou un maître spirituel à l'intérieur de soi, qui nous guide. C'est une part profonde qu'on peut parfois entrevoir à travers des moments de grâce, des moments d'inspiration, des moments de bonheur, qui apparaît dans nos rêves, qui peut être apparenté à ce qu'on va dire de l'ordre de l'intuition, quelque chose qu'on ressent. Alors c'est des petites comme ça, des petits moments, on l'entreaperçoit, tout d'un coup on a l'impression qu'il y a quelque chose de nous plus grand qu'on n'a jamais vu qui s'exprime. Mais parfois ça reste pas, c'est pas stable. Et puis c'est entrecoupé d'épisodes où on doute, où on critique, on se juge, où on se torture, on vit mal, et on est tiraillé avec la représentation de soi qu'on veut donner à travers le personnage social. Alors Jung dit, il y a un cheminement qui est propre à l'individu, qui est universel, qu'on retrouve depuis la nuit des temps, à travers la religion, la spiritualité, les philosophes, la mythologie surtout. Il s'est beaucoup appuyé sur la mythologie et les contes. Et on voit que on est muet, chacun d'entre nous, par ce besoin de s'accomplir en tant qu'être, en tant qu'individu, justement différencié de la norme et du collectif, en tant que ce qui fait notre singularité, notre spécificité. Et ça demande tout un processus, un cheminement, et on va se baser pour ça, comme je disais tout à l'heure, sur les rêves, sur tout un questionnement de soi, sur un dialogue avec soi-même. Dans ce dialogue avec soi-même, il y a un thème aussi central, c'est l'animus et l'anima. Très important. Alors, du coup, on va dire que le soi, donc on va dire que c'est le noyau central, la part de toi la plus profonde, la plus vraie, la plus authentique. Mais ce qui dynamise le soi, ce qui fait le médiateur avec le soi, c'est une énergie qui est instinctive, motrice, qui crée vraiment quelque chose de l'ordre de la dynamique, et qui, selon qu'on est un homme ou une femme, va être sexuée. C'est-à-dire que si tu es une femme, ça sera forcément une énergie qui est comme ton envers. C'est pas une question féminin, masculin pour penser qu'il y en aurait un qui serait mieux que l'autre, mais penser que plutôt que et puis c'est surtout pas genré, hein, parce qu'on est dans une époque où tout le monde. C'est plus dans l'idée de
Ça n'a pas un rapport avec si tu es homosexuel, tu aimes les femmes, tu aimes les hommes, ça n'a pas rapport avec ça. Ça a rapport effectivement avec notre sexualité parce que ça a rapport avec le désir en fait. Parce que le désir est moteur. Et quand tu ressens du désir pour quelqu'un, ben c'est le même désir que tu vas avoir pour te lancer dans un projet, dans une activité, te mettre un défi dans ta vie. C'est ce même désir qui est donc une énergie qui est liée à la libido, mais qui est, en ça, il va plus loin que Freud, parce que la libido chez Freud, c'est que de la pulsion, alors que Jung va dire, c'est aussi tout ce qui invite à la créativité, au fait d'inventer, de te dépasser, de grandir. Enfin, c'est toute cette énergie qui te transporte. Et donc, pour une femme, c'est une énergie masculine qu'on appelle l'animus, et pour un homme, c'est une énergie féminine qu'on appelle l'anima. Et le but est lequel? Le but, c'est de dompter ou d'apprivoiser ou de collaborer avec toi, si tu es une femme, ton animus, et si tu es un homme, avec ton anima. Parce que si tu ne le fais pas, on dit que cette énergie va te rattraper quand même. Tu peux même être possédé par ton anima si tu es un homme, et si tu es une femme, tu peux être possédé par ton animus. Et du coup, ça va te créer beaucoup de problèmes. Alors, tu vas te retrouver soit en lutte, en conflit, bah, du coup, toi, en tant que femme, avec les hommes, et si tu es un homme, avec les femmes. Et tu pourras te retrouver dans une, comment dire, dans alors, une femme, plus elle est possédée par son animus, plus elle est, tu vois, dans un rapport conflictuel, elle va se masculiniser, c'est-à-dire qu'elle va devenir, en vieillissant avec l'âge, hein, elle va devenir intempestive, elle va couper la parole, elle va vouloir avoir raison, elle se durcit, elle se rigidifie, en ça, elle se masculinise. Et l'homme, il va se féminiser, c'est-à-dire qu'il va devenir très émotionnel, sensible, pleurer pour un oui, pour un non, vraiment réagir en fonction de ses émotions, ses affects, sa sensibilité, et puis il devient donc féminin dans le sens qu'il devient, c'est beaucoup par rapport à ses émotions, quoi, en fait. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez claire. Alors c'est un vaste sujet, c'est très compliqué parce que ça demande. Comme ça, ouais. Ça demande tout un. Comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, ça demande toute une manière de rentrer en communication avec soi, de se découvrir, de s'explorer, de le comprendre, d'assimiler, quoi. Du coup, en quoi le rêve vous aide et peut justement avancer sur ce chemin? C'est ton soi qui veut te parler. C'est l'inconscient profond qui te sollicite et qui dit il y a un problème en ce moment, ou il faudrait que tu comprennes ça, ou écoute, il faut que tu résolves ce truc-là. Alors, je te mets dans un. Alors, comme c'est un langage, dans le rêve, ce n'est pas un langage rationnel, le rêve est dans l'inconscient, le soi est dans l'inconscient. Donc, ça va être un langage imagé, un peu comme si un enfant nous parlait d'ailleurs, ou très poétique, un peu lyrique. Donc, c'est pour ça que c'est très onirique, complètement. C'est très cinématographique aussi, souvent. C'est vraiment, des fois. Effectivement. Ouais. Parce que ça parle par image, parce que les images nous parlent. Et donc, mais il secoue aussi le coco, c'est-à-dire qu'il va nous amener des scènes qui sont parfois effrayantes, parfois fascinantes, impressionnantes, parce qu'il vient secouer notre conscience pour nous dire au réveil, bon maintenant à toi de t'en charger, tu t'en occupes dans la journée, tu vas faire quelque chose en fonction d'une demande profonde de ton inconscient. Mais si on n'arrive pas à l'analyser, comment ça se passe? Si on dit, ok, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement dans un rêve pour que justement on puisse travailler dessus dans la journée? Je te dirais, si on n'arrive pas à l'analyser, c'est pas grave. Ça mettra plus longtemps que quelqu'un qui va faire une psychanalyse. Mais au niveau de l'inconscient profond, il y a des choses qui se passent. Donc, on va dire en souterrain, il y a quand même des choses qui se passent. Alors, ça mettra beaucoup plus longtemps. Et parfois, la personne aura l'impression que, d'ailleurs, elle me dit, je fais des rêves, c'est toujours le même rêve, des rêves récurrents. C'est-à-dire un peu comme si elle était le disque est rayé, elle est coincée à un truc et puis ça se répète. Mais après, si tu veux me demander, est-ce que sans analyser le rêve, on peut l'utiliser? Oui, on peut. Ça peut être inspirant. Par exemple, beaucoup d'artistes se sont servis des rêves. Je cite toujours le cas de James Cameron, qui avait rêvé
d'un robot qui sortait des flammes et il a écrit Terminator au matin. Et Ouais. on a fait le chef-d'œuvre qu'on connaît. Mm. Oui, on peut utiliser les rêves pour nous inspirer dans notre vie avec des images, des symboles qui peuvent être, oui, une source de motivation dans ce qu'on fait. Et du coup, est-ce que tu nous conseilles justement d'écrire systématiquement nos rêves? Est-ce que ça Oui, peut aider parce aussi ça? que oui, les écrire, c'est très très important parce que ça permet d'entretenir ce lien entre le conscient et l'inconscient. Même si on n'a pas toutes les clés, euh, ça quand même, ça produit quelque chose où on est un peu plus éveillé, un peu plus, tu vois, on est quand même un peu plus alerte et on nourrit de toute manière un lien entre l'inconscient et le conscient. Donc ça, c'est Mm. bien. Mm. Donc, c'est toujours utile. Jo dit, je rêve souvent de maison. Alors la maison, si je le dessine, attends, est-ce que je peux le dessiner là? Je sais pas si j'ai pris le papier. Je sais pas si j'en ai déjà fait un là. J'ai toujours des papiers avec moi où je montre des. Enfin, quand tu vois une maison, comme font les enfants, Avec deux yeux, une bouche, c'est ça? voilà. Hein, on dessine comme ça. Je sais pas si on arrive à voir. Oui, on voit. Bah, tu vois, comme tu as dit, les fenêtres, c'est les yeux et la porte, c'est la bouche. Et ça, la façade, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le personnage extérieur que l'on montre. La façade, c'est le masque social. Quand on rêve qu'on rentre dans une maison, c'est-à-dire qu'on dit, tiens, maintenant je vais explorer qui je suis. Donc je rentre dans une forme, souvent c'est un peu labyrinthique, on passe des pièces, on monte des étages, on est dans des couloirs, on ouvre des portes. Ça montre toute la déambulation intérieure, l'exploration de son intériorité. Et ça veut dire qu'on est rentre dans ce processus qu'on parlait tout à l'heure, de travail intime. Alors, c'est pas forcément conscientisé si, comme tu dis, on ne l'a pas misé, mais ça veut dire que, je ne sais pas qui le disait, la personne est en train, en tout cas, de vouloir rentrer dans la maison. Elle a envie d'aller explorer son être et les différentes pièces ou les différents lieux vont montrer, par exemple, si je descends dans la cave ou que je descends les étages, c'est-à-dire j'ai besoin d'aller voir vraiment dans l'inconscient profond ben, tout l'aspect, ce qu'on va appeler l'ombre, toutes les choses qui me perturbent, qui sont compliquées, qui sont nourries de souffrance, de négativité. Et par contre, si je monte en étage, ça veut dire que je prends de la hauteur, je vois les choses un peu plus avec de la distance et j'élève ma conscience. Et si on rêve de cave, par exemple, ou de souterrain, ça se Oui, passe oui, la comment? cave, c'est ça. La cave, donc c'est un rêve très connu de Jung, c'est comme ça qu'il avait découvert les deux inconscients. Il avait vu sa propre cave de sa maison et il avait compris qu'elle était toute rangée. Donc il avait compris qu'il avait identifié son inconscient personnel. Et à un moment donné, dans son rêve, il voit une petite porte au fond de la cave et puis il voit un peu de lumière, il y va, il ouvre et il tombe dans une autre pièce qui est dessous. Et cette pièce, elle est comme une grotte préhistorique. Et là, il voit des squelettes. Et il comprend que c'est l'inconscient collectif. Il Mm. comprend qu'il y a notre propre inconscient, c'est une sous-couche de l'être. Et il y a aussi, on est relié à un inconscient que nous avons tous, qui est commun, qui est l'inconscient de l'humanité. Et forcément, ben, ça explique aussi beaucoup de choses. Et donc, voilà, dès que tu vas rêver, que tu vas dans des caves, des lieux souterrains, des parkings, tout ce qui est souterrain, ça veut dire que tu veux aller profondément explorer ton inconscient dans le sens des choses qui te cachent, qui sont pas faciles à voir. Et justement, des choses qui sont pas faciles à voir, si des personnes rêvent de choses qui font peur, quand ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Je te donne ah, un c'est pas. exemple. J'ai une cliente là en sophroanalyse qui rêve très souvent de zombies. Alors, elle est fan aussi de tout ce qui est série autour de zombies. Mais elle rêve de zombies. Alors, un zombie, c'est un archétype. D'ailleurs, les écrivains. Alors, tu vois, nous, en France, on ne connaît pas Jung, hein, mais les Américains, les Anglo-Saxons sont nourris en psychologie quand ils vont à la fac de psycho. Ils ont des grands séminaires, des grands enseignements sur Jung. Donc, tous les scénaristes, les écrivains, les cinéastes, ceux qui composent les séries comme Walking Dead et tout ça, ils sont nourris, mais vraiment nourris par rapport à l'approche jungienne, la notion d'archétype. Donc, quand ils ont inventé l'archétype du zombie, c'est un archétype, D'accord. ça veut dire que là, ils parlent de la condition de, justement, ce que je te parlais du masque social. Ils remettent en fait, c'est politique, ils remettent en question
l'humain pris dans la représentation sociale. Il est comme un mort-vivant. Il n'est pas vivant parce qu'il ne fait pas vibrer son âme. Et il est comme une espèce de zombie, donc cet être mort qui vit, qui mange, enfin qui est animé, qui bouge, mais qui au fond est mort à l'intérieur. Donc rêver de zombie, ou être fasciné par des films de zombies, c'est pareil. Ou quand tu lis des contes, c'est pareil. Tout ce que tu vas, tout ce qui va t'attirer dans la littérature, dans le cinéma, dans la série, c'est pareil. C'est comme les rêves, ça nous parle, ça nous touche dans nos profondeurs. Ben, les zombies, ça veut dire que toi aussi, sans doute dans quelque part dans ta vie, tu te sens comme un mort-vivant. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vit pas en toi et qu'il va falloir réveiller ce zombie, il va falloir libérer ce zombie. Rêver d'un monstre, rêver d'un animal ou comme le zombie. Tout ça, c'est comme le Minotaure, c'est la part, c'est pour ça que ça nous fait peur, c'est la part qui est le plus effrayant parce que ça nous échappe, ça échappe au rationnel. Et souvent, ça vient nous demander, je te disais tout à l'heure, c'est comme un réveil, ça vient dire réveille-toi, ne sois plus un zombie, quoi, en gros. Voilà, c'est un peu ça. Réveille Voilà, ton âme. réveille ton âme. Parce que l'idée, c'est de ne plus être comme si tu étais une sorte de petit pantin dans le monde, dans la société, et que tu es pris dans la masse, et que tu réponds aux instances sociétales, et que tu es complètement noyé, normalisé, normé. Et donc, tu deviens cet être qui est sans vie, qui est une sorte de petite marionnette, comme un zombie, comme ça. Ouais. Tu vois? Et l'idée, c'est d'aller réveiller ton âme, qui est le soi, et la part qui va du coup être très, très singulière, très étonnante, très originale, qui ne correspondra peut-être pas à la norme ou au regard des autres ou ce qui est attendu dans cette société. Et c'est politique, les histoires de zombies, parce que souvent, ça remet en question la société américaine, qui est une société de consommation, où les gens sont comme ils vont voir la télé, ils mangent, ils boivent, des McDo, des Coca, enfin tu vois, et ils sont dévitalisés. Et donc ces films-là, ces séries-là, elles viennent interpeller les Américains ou les gens qui regardent ça pour dire réveillez-vous, quoi. Et ceux qui regardent les Marseillais, c'est quoi? Pardon. Ah ben là, c'est pas un archétype parce que c'est la télé-réalité. Donc, là, moi, je te parle tout ce qui est conte, mythologie, séries, grandes séries, tu vois, des choses comme ça. Mais les Marseillais, c'est une télé-réalité. Mais à l'intérieur de la télé-réalité, il y a des archétypes. C'est-à-dire, tu vas avoir l'archétype de la bimbo, tu vas avoir, tu vas avoir différents personnages qui sont quand même des typologies bien précises. Ils ont été castés, ils ont été choisis. Alors après, ils sont lâchés en roue libre, mais ils ont été choisis justement parce qu'après, tu vois, il va y avoir, on va trouver le client de Cartman, on va trouver le persécuteur, la victime et le sauveur. On va avoir, tu vois, toutes ces figures-là. Hein. Oui, mais du coup, j'ai l'impression que ça rassure les gens qui regardent ce genre d'émission. C'est parce que pas que ça les rassure de voir plus débiles qu'eux-mêmes. J'en sais rien, un truc comme ça, non? Je sais pas. Non, alors, blague à part. Est-ce que tu crois pas justement quand ils voient ce film de Cartman, ils savent pas l'analyser? Non, mais peut-être qu'ils sont pas exutoire. Non, c'est qu'un exutoire. C'est comme la femme qui regarde les zombies. Les films de zombies, c'est un exutoire, c'est une manière. Comme tu regardes des films qui font peur, ou comme quand tu regardes des films qui t'emballent, pareil. Ou que tu regardes les Marseillais, c'est que de le voir sur un écran, ça permet, toi, de t'identifier et de te vivre en situation, et ça nourrit ton propre processus intérieur. On parlait du processus d'individuation. Donc, non, je ne vais pas critiquer les Marseillais ou la télé-réalité. Ça me plaît pas, moi, ça me touche pas. Mais je peux comprendre par rapport à certains, oui. Je te disais, Fabrice Lucchini, il adore, lui. Il adore, il regarde les Marseillais. Fabrice Lucchini. Ah bon? Oui. Non, pas lui. Si, il adore. Il n'arrête pas d'en parler, il en parle dans ses spectacles. Non, mais c'est pour se marrer. Il regarde ça pour rigoler. Non, parce que lui, il voit comme un phénomène sociologique. C'est pas faux. Non, mais c'est drôle, tu vois. Oui, voilà, donc oui, non, je pense que comment dire, l'idée c'est de voir un peu aussi les interactions, les jeux de rôle des personnages. Oui, c'est limite des comédiens d'ailleurs. Oui. J'ai l'impression que c'est du théâtre. Voilà. Burlesque.
Ouais, c'est du burlesque. Linda pose la question suivante. Enfin, elle pose une question, oui. Je rêve souvent d'une ancienne amie avec qui j'ai coupé les ponts. J'ai tourné la page et qui me hante toujours. Comment faire pour rompre les liens définitivement? Est-ce que vraiment le fait de rêver de cette ancienne amie parle vraiment de cette amie? Alors, pas vraiment. Oui et non, on va dire. Hum, Premièrement, il y a un postulat de base. Tout dans le rêve est le rêveur. Les personnages, les lieux, les objets, parle de nous. qui En fait, sont, quand on rêve de en quelqu'un, fait, même si on a l'impression que c'est nous. ce sont des extensions de nous-mêmes. C'est plutôt comment on se représente. S'il représente, c'est-à-dire que son amie, elle représente quelque chose. Il faudrait lui poser la question, quelle relation elle avait avec cette amie? Ou qu'est-ce qu'elle dirait qui est spécifique de cette personne? Qu'est-ce que pour elle donc il faut toujours, en fait, parce que nous, les rêves aussi, on ne peut pas faire un dictionnaire et puis dire une amie, ça représente ça. Hum, On va dire, il faut aussi voir, il faut le recontextualiser. Si elle a rêvé de cette amie spécifiquement, c'est que cette personne représente quelque chose pour le rêveur, hein, pour la rêveuse. Donc là, c'est une femme. oui. Donc, le type de lien qu'elle avait, si c'était en conflit ou pas, les réflexions qu'elle avait sur elle, les qualités ou les attributs qu'elle va dire, le métier qu'elle fait. Souvent, c'est le métier qui nous enseigne. Et après, tu le sors du contexte et tu le mets dans le rêve, dans l'action du rêve, et ça vient montrer quelque chose. Je me souviens plus, tu disais qu'elle était fâchée dans son rêve, exactement. Elle est fâchée avec son ami. Elle a coupé les ponts avec cette amie. Et elle a tourné la page, mais elle la hante toujours puisqu'elle revient dans ses rêves. Elle réapparaît souvent dans ses rêves. Donc, elle a coupé les ponts avec quelque chose que représente cette amie, Oui. mais si elle revient, c'est parce qu'elle doit s'en occuper. Elle doit sans doute développer quelque chose que représente cette amie. Il faudrait lui poser la question, je ne sais pas si elle peut répondre, quelles sont, Alors, Linda dit, c'était comme une sœur, mais elle m'a trahi. alors, ça on a bien compris. Ce qu'on voudrait savoir, c'est le métier qu'elle faisait Oui. et qu'est-ce qu'elle dirait de ses particularités. Est-ce qu'elle trouvait que c'était quelqu'un d'extraverti? Est-ce qu'elle trouvait que c'était quelqu'un d'autoritaire? Qu'est-ce qu'elle dirait de spécifique qui est propre? Nous, on la connaît pas, cette femme. Qu'est-ce qu'elle nous dirait? Comment elle est pour nous la définir? Avocate. Avocate. Ah, bon, ben alors ça, c'est la Intéressant. sauveuse. Les avocats, les super-héros, tout ça, ce sont des sauveurs. Ils veulent sauver l'humanité. Donc, ça fait appel à elle. Alors, ça lui demande de comprendre que peut-être il y a en elle un côté sauveur, avocate. Et que si ça a coupé les ponts, c'est que peut-être que c'est nécessaire, qu'elle ne peut pas être l'avocate de tout le monde, de son entourage. Elle ne peut pas prendre en charge tous les problèmes des uns et des autres. Et peut-être c'est pour ça que le rêve revient, qu'on lui dit qu'elle ne peut pas être avocate en permanence, quoi. Elle dit que c'est C'était quelqu'un de joyeuse. Eh ben, il y a ça aussi. Il y a le besoin de renouer avec son côté joyeux en elle. Mais Et donc, ça parle l'avocate, de soi. à mon avis, ça parle aussi. Et alors, le fait qu'elle ait coupé les ponts, ça veut dire qu'elle avait arrêté. Donc, c'est pas cette femme, hein, c'est quelque chose que ça représente d'elle, hein, on a bien compris. Hein. On a bien compris. Alors, elle a arrêté, elle a coupé avec un fonctionnement qui était, ben, elle n'a pas besoin d'être avocate. Mais comme elle a peut-être tendance à le refaire, on lui dit qu'il faut qu'elle arrête complètement. D'aider tout le monde. C'est ça. Oui, oui. Alors, Véronique dit rêver de la même personne dans différentes situations. On Bah, revient je dans je même redirai la chose. même C'est ça. Elle rêve chose. d'elle, finalement, dans différentes situations. Quel, quel métier fait la personne? Comment elle la définirait? Et après, on la sort du contexte. Ça ne parle pas de cette amie, mais ça parle de quelque chose en elle qu'elle doit comprendre. Elle a dit quelque chose. Une de Non, alors mes ça, c'est collègues. Isabelle. Alors, dans mes rêves, revient souvent une de mes collègues de travail qui évolue dans le même service que moi, Ouais. et mon mari, qui aime une autre personne que moi et qui bosse vers lui. Attends, tu m'as perdu. Alors, attends. Dans mes rêves, revient souvent une de mes collègues de travail qui évolue dans le même service que moi Oui. Ça, j'ai et compris. mon mari, Oui. qui aime une autre personne que moi et qui bosse vers lui. Là, c'est la fin qu'on comprend C'est pas. ça.
Mais alors, Il manque un bout là. déjà, la collègue de travail, ça te parle de elle et de son travail. Et qu'est-ce qu'elle pense de cette collègue de travail? Est-ce elle aime ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est d'accord avec comment elle fonctionne? Est-ce que c'est perturbant? Est-ce que ça la gêne? Il faut voilà, qu'elle réfléchisse. Alors, c'est ce qu'elle essaie de dire à la fin, là, quand elle dit qu'elle aime pas ou je sais pas quoi qu'elle aime, qu'elle Son va avoir mari qui aime on comprend pas. une autre personne que moi et qui bosse vers lui. Et en fait, cette personne-là, je crois que son mari est amoureux d'elle. Dans le rêve, son mari est amoureux de cette femme-là qui bosse avec elle. Ok, alors, C'est ce que je crois on va comprendre. rester là-dessus. Après, on va pas rentrer dans les détails, Oui, mais on va rester oui, là-dessus. oui. Une information importante, c'est le mari. Le mari, qu'est-ce qu'il représente? Tout à l'heure, on en a parlé. Animus, C'est voilà. c'est ça. Tout ce qui va être homme dans nos rêves, que ce soit une célébrité, un mari, un père, un frère, un fils, ben, ça nous représente notre animus sous différentes formes. L'animus, il est vaste. C'est pas juste un personnage masculin. C'est toute notre représentation de l'homme qui est une grande palette, en fait. Et c'est notre représentation personnellement. Nous n'avons pas le même animus, toutes les deux. Et donc, son mari, donc, il est amoureux d'une autre femme, si j'ai bien compris. Hein. Mais je suis pas sûre parce qu'elle a écrit non, non. Alors, je sais pas pourquoi tu dis non, non, Isa. Alors, attends, petite pause, comme ça Isabelle va nous préciser. Bon, Alors, attends. on doit comprendre Oui, que l'animus, normalement, est au service de la femme. Et donc, quand il intervient dans un rêve, même si c'est nul, c'est compliqué, c'est même si c'est un sale type, même là je parle en général, hein, il faut toujours voir qu'est-ce que fait l'animus ou qu'est-ce qu'il dit, parce que c'est ça le message qu'on doit entendre. Alors, s'il s'intéresse à une autre femme, les qualités ou les spécificités de cette femme, c'est Isabelle, c'est ça? oui. Ce que Isabelle doit intégrer pour elle. D'accord. Très intéressant. Linda, de tout à l'heure, par rapport à son amie avocate dont elle rêvait, à qui elle a coupé les ponts, répond oui, le côté sauveur me parle beaucoup, merci. Voilà, c'est ça. Voilà, Ça c'est lui très fait intéressant. travailler sur le côté sauveur. Ben, voilà, c'est ça. Et Véronique, qui rêvait d'une personne dans différentes situations, répond à la question de cette personne, elle est ingénieure du son. Ou il est ingénieur du son. Ah, bah alors le son, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Donc, qu'est-ce que dans sa vie en ce moment, alors selon peut-être les situations dont il s'agit, qu'est-ce qu'elle a à entendre? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle entende? Quelque chose qui lui a été dit qu'elle doit entendre. Ou alors elle l'a entendu, mais elle ne l'a pas écouté. Il faut intégrer. Ça, voilà. Ouais. Faut appliquer derrière. C'est ça. Alors Rachel demande, rêver d'un défunt, y a-t-il un message de leur part à comprendre? Encore Oui, une alors, fois, on n'est pas dans soit l'analyse. ça dépend depuis combien de temps cette personne est morte. Si ça fait longtemps, bon, moi je vais te dire ce que j'ai appris en psychanalyse, au-delà de 18 mois, c'est pathologique. Et si on n'a pas fait le deuil au-delà de 18 mois, c'est pathologique. Ça veut dire qu'on a une problématique qui n'est pas résolue. Alors, si on rêve de cette personne encore, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la problématique, surtout si c'est de la famille, qui n'est pas résolu. Si on rêve pas longtemps après un décès, effectivement, il y a un lien karmique. C'est l'âme du défunt peut-être qui nous parle. Et selon ce qui apparaît dans le rêve, c'est peut-être par rapport à arriver justement à faire le deuil. Soit on le voit qui nous dit au revoir, soit on comprend qu'il passe à autre chose, soit au contraire, on a l'impression que moi, je vais dire un de mes rêves, c'était ma grand-mère. Je passais mon temps, les 6 premiers mois après sa mort, je passais mon temps à la déterrer, à la réenterrer. Et je l'avais accompagnée dans les derniers temps de sa vie. Et c'était vraiment, je voyais qu'elle s'accrochait, elle n'arrivait pas à passer l'au-delà. J'ai fait beaucoup de rituels, je suis bouddhiste, hein. J'ai fait beaucoup de rituels pour l'aider à passer d'autres plans. Et tu vois, ça peut être ça. Mais sinon, si après, au-delà de 18 mois, je ne sais pas si combien de temps est partie cette personne, elle rêve encore, il y a sans doute une problématique là, familiale, qui a besoin d'être résolue. Très intéressant. Laetitia demande, rêver de ses parents décédés, mais ils sont très jeunes. Je suppose qu'elle rêve d'eux très jeunes dans ses rêves.
Alors, et ça renvoie peut-être, alors très jeune, est-ce qu'elle les connaissait, à quel âge ils avaient, enfin, c'est compliqué. Je sais pas, si par exemple elle rêve qu'ils avaient 25 ans et si elle était déjà née, quel âge elle avait? Si c'était avant sa naissance, peut-être que ça parle de quelque chose avant sa naissance qu'il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'elle se situe par rapport à cet âge des parents. Ça la ramène à une époque. Ça ramène à une époque qui la concerne elle. On est d'accord. Bien, soit c'est avant sa naissance, ça conditionne sa naissance, soit elle est petite, mais à cette époque-là, il y a quelque chose, sans doute une problématique, quelque chose. Pas forcément une problématique, quelque chose qu'elle va comprendre ou intégrer. Là, il faudrait plus de détails. Oh, c'est passionnant. Enfin, j'adore. Encore, vous avez été... balancez vos rêves. Et moi, j'ai rêvé cette nuit qu'il fallait que je fasse vacciner mon fils, j'allais dire. C'est pas loin d'être ça. Alors, Mon chien. ah, Enfin, mon fils, mon chien. ton fils ou ton chien? Mon chien. De toute façon, je vais te dire, c'est la même chose. Qui me disait, il faut aller le faire vacciner, il faut aller le faire vacciner. Oui, oui, oui. Quand on rêve d'animaux, c'est quoi? Alors, un animal, tu l'entends, animal, animus, c'est la même racine. Ça veut dire l'âme en mouvement. Donc, c'est ce qui anime l'âme. Et comme je l'ai dit, pour la femme, c'est masculin. Donc, c'est pour ça que tu dis fils, chien, c'est un peu pareil, c'est masculin. Le chien est un animal masculin. Pas dans le sens, comprenez bien que c'est dans le sens jungien, dans le sens énergie. Voilà. Hein, dans le sens, pas genré, hein, encore une fois, dans le sens énergie. C'est une énergie masculine, le chien. Et donc, alors, il y a donc l'information du chien qu'on va travailler dessus, et l'information du vaccin. Le mot vaccin, enfin, vaccin, c'est la racine, vient de vache, parce que ça a été inventé à partir de la vache, le vaccin. Je ne sais pas si tu le savais. Non, je ne savais pas. Ouais, le mot vaccin, la racine, ouais. Et donc, ça veut dire que tu dois t'inoculer l'énergie de la vache. Alors, la vache, c'est quoi? C'est un ruminant. Oui. Donc, ça veut dire que tu dois mâche et tout un truc se le digérer. Donc, ça veut dire que tu dois mâcher et remâcher toutes les informations, tout ce que tu es en train d'expérimenter en ce moment et digérer tout ça. Et ça t'aide. La vache, c'est un archétype très fort. C'est la vache sacrée en Inde. C'est Hathor. C'est une vache, Hathor, c'est une vache cosmique. Elle a sur son pelage tout le ciel étoilé, toute la galaxie. C'est une forme du coup, très féminine, très maternelle, très généreuse, le lait de la vache. Oui, c'est vrai. La vache nourricière. Donc, tu as besoin, donc dans ces deux images, tu as un archétype féminin qui est la vache et un archétype masculin qui est le chien. Et le chien, c'est la fidélité. Et comme je dis souvent, la question à se poser, c'est fidèle à qui ou à quoi? Est-ce que je suis fidèle à mes bas instincts, donc les trucs les plus retors en soi, ou à ma dimension la plus élevée, la plus spirituelle? Donc, je pense que c'est ta vache. Tu réunis les deux. Mettre de la vache dans le chien. En fait. Donc, mettre ce côté féminin, maternel, relié à la dimension spirituelle, je t'ai dit, c'est son pelage qui est le cosmos. Le côté, la vache, c'est féminin parce que c'est un animal passif, c'est un animal intérieur, c'est un animal qui fait rien. Le chien, il est actif. Tu lances la balle, il revient, il aime bien, il veut boucher, il veut sortir. Tu vois, donc tu dois réunir deux énergies féminines et masculines pour arriver à être vacciné, c'est-à-dire à être avec l'énergie. C'est un très beau rêve. Merci. J'adore. Dans mes rêves, alors, Laetitia répond, dans mes rêves, elle parle de ses parents. Tu sais, elle rêve de ses parents décédés. Dans mes rêves, ils sont jeunes mariés et pas d'enfants. Et ils bâtissent leur maison. Ah, alors là, ça parle d'autre chose. Parce que là, elle parle de mariage, elle parle de bâtir un enfant, de bâtir, avoir un enfant. Ça, c'est ses projets de vie à elle. Sans doute qu'elle est à un stade de sa vie où elle a besoin comme si on lui disait, j'ai besoin de repartir comme mes parents qui étaient jeunes, qui ont démarré une vie. Moi aussi, je dois, un peu comme si on lui disait, tu dois repartir à zéro, enfin pas à zéro complètement, mais dans l'idée de se renouveler, comme si elle redémarrait une nouvelle vie, avec l'idée de bâtir peut-être un projet autour du couple, en tout cas, si elle est en couple ou pas. Il y a un besoin voilà, d'être dans le couple.
Euh, alors, ça peut être aussi ce couple, comme toi tu as rêvé de l'union du féminin et du masculin, ça peut être aussi ce couple intérieur entre son énergie féminine et son énergie masculine. Ça peut être cette Mm. union des deux aussi. Mm. Et puis, ça peut peut-être parler aussi, l'enfant, ça peut être effectivement, peut-être que, ça dépend de l'âge qu'elle a, ça peut être un désir d'enfant réel, mais ça peut être aussi l'enfant, ce que tu vas donner vie. C'est-à-dire peut-être je ne sais pas moi, Un moi je vais projet. te donner un exemple, je dis Un projet, ouais un quelque projet, histoire. mais ça peut être, tu vois par exemple moi quand j'ai écrit mon livre, je disais c'est mon bébé. Mm. Bien sûr. C'est comme un Bien enfant, sûr. hein, Mm. tu l'accouches. Mm. Voilà, mais ça peut être autre chose, ça peut être une création, ça peut être une entreprise, quelqu'un qui crée une entreprise, qui crée un magasin. Mm. Alors elle me dit, elle dit un truc là. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors attends. Oui, je suis mariée depuis 22 ans et j'ai 3 enfants. Ah, J'ai 45 ans. donc elle a un moment clé de sa vie où il faut qu'elle se renouvelle, qu'elle construise quelque chose de nouveau, comme si elle redémarrait, comme ses parents qui reviennent à 20 ans et qui démarrent tout et qu'elle n'est pas là encore, comme si elle redémarrait elle une nouvelle vie. Et donc ça lui demande de trouver un projet, de s'investir dans quelque chose, une création personnelle qu'elle doit donner vie, qu'elle doit bâtir, construire, Et avec cette d'ailleurs, idée elle précise, ils sont toujours ensemble dans son rêve, alors qu'ils ont divorcé lorsque j'avais 5 ans et mon frère 7 ans. Et dans son rêve, la maison est finie. Est-ce que ça, c'est une indication aussi, le fait de voir Oui, une oui, là, fille? on voit bien que c'est une D'accord. question de projet de vie Ouais, et c'est ça. d'union intérieure. Ouais. Le mariage, là, montre pas ses parents. Là, on parle pas de ses parents. Mm. C'est parce que c'est une référence dans sa tête. Mm. Mais on lui parle de l'idée qu'elle se fait de l'union. Et c'est pas forcément son mariage dans son couple avec son mari, Non, là. Ça parle de une union en elle entre des forces intérieures masculines et des forces intérieures féminines, et créer une sorte de mariage intérieur entre ces deux aspects pour produire un enfant qui est un projet dans lequel elle doit s'investir, un projet personnel. Comme si, quand ses parents ont démarré leur vie, ils étaient pleins d'espoir, avec une jeunesse, une vitalité. Il faut qu'elle trouve cette même fraîcheur, cette même disposition qu'avaient ses parents avant que tout, après ça se dérègle, le divorce et tout ça, la vie. Il faut qu'elle trouve ce même souffle. mm. Demande-lui si ça lui parle, enfin qu'elle nous dise si ça lui parle. Ça te parle, Laetitia? En attendant, j'ai une autre question. Que dire des rêves prémonitoires? Est-ce que toi, par exemple, on a déjà eu des rêves prémonitoires? Ah oui, oui, oui. Alors, mais seulement on ne veut pas savoir à l'avance. On le sait quand c'est Oui, bien fait. sûr. C'est pour ça qu'on dit c'est un rêve prémonitoire. Euh, donc, finalement, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Parce que tu ne peux pas le savoir à l'avance quand tu le vis. Tu dis, ah ben voilà, j'avais rêvé, c'est exactement ce que j'avais rêvé. Donc, ça. Alors, par contre, je trouve que les rêves ne sont pas prémonitoires, mais sont prophétiques. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ouais. Un rêve prémonitoire, c'est que tu vois exactement une scène qui se reproduit dans ta vie réelle après. Un rêve prophétique, c'est que tu vois bien que le rêve t'annonce quelque chose. Il est comme une promesse. Il te dit, tu vois, il est attendu de toi que si tu vas dans ce domaine-là, si tu te lances dans cette activité ou si tu te donnes les moyens, eh bien, tu verras, il va t'arriver ça. Un peu, tu vois. Mm. Et notamment quand je suis devenue psychanalyste, j'ai retrouvé un rêve que j'avais fait 5 ans avant que je le devienne. Je n'avais pas du tout compris à l'époque, mais en fait, en le réanalysant, surtout quand je suis devenue psychanalyste, c'est par rapport à l'analyse des rêves avec Jung. Donc, je connaissais pas je notais beaucoup mes rêves, mais je ne savais pas. Mm. Comme pour ça que je dis, c'est bien de les noter parce que ça m'a beaucoup nourri pendant des années. Mais donc du coup, quand je l'ai relu, je dis ah ben ouais, je disais que j'allais arrêter le tarot tel que je le faisais à l'époque et que j'allais complètement me lancer dans ce domaine de la psychanalyse. Ouais. Mais à l'époque, j'avais pas du tout compris. Ah, c'est tellement passionnant. Laetitia te remercie pour l'analyse. Claire Ounette, comment faire la différence entre un simple rêve, un rêve prémonitoire, ou prophétique, je veux dire, ou une expérience d'ancienne vie? Y a-t-il des messages dans tous les rêves? Oui, oui, même les plus Question. banales des fois. Mm. Ouais. Mais souvent, les gens, ils arrivent, ils me disent, oh là là, je ne veux pas tellement vous raconter ce rêve, ça ne veut rien dire. C'est une fois, une nana, elle me dit, je glissais sur de la boue, je suis tombée en arrière. Et j'ai dit, ah ben c'est intéressant, en fait, ça parle de lâcher prise. Et à partir de là est partie toute une séance, tu imagines. Et j'ai dit, il faudrait prolonger, qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes tombé en arrière? Et en fait, elle a fait la rêve la nuit d'après. Et alors après, elle avait vécu tout un truc. C'est comme si on avait ouvert les vannes.
Ouais. Donc oui, il n'y a pas de rêve qui est banal ou insignifiant. Parfois, c'est des petits flashs, effectivement, et l'image qu'on retient, et comme je disais tout à l'heure, nous interpelle sur quelque chose qu'on doit comprendre. Après, encore une fois, je le répète, les prémonitoires, hein, qu'on comprenne bien, on va revivre une scène qu'on a vécue dans un rêve. Les rêves prophétiques, comme je dis, ou annonciateurs, on peut le comprendre. Il y a quelque chose qui nous invite. Souvent, c'est des rêves qui nous enthousiasment. On se réveille. Il y a un côté un peu, c'est des rêves qui sont nimbés un peu de magie, un peu de surnaturel. Un peu comme s'il y avait une lumière particulière. Il y a quelque chose, tu vois, un peu, Un peu mystique. Hein. un peu mystique, ouais. Tout à fait. Et puis après, les rêves oui, par rapport aux vies antérieures, qu'on se porte dans notre mémoire, oui, il y a des rêves comme ça qui me disent. Et ça, après, c'est pas toujours évident, je trouve, justement, de déceler quand ça parle de choses antérieures. Non? Ou on le sent? Là, ça me vient pas comme ça, brûle pour Non, point, mais non plus, j'ai pas il y a l'exemple. non, il y a des éléments, je l'ai vu. Ah, des gens, je leur dis, ah là, ça vous parle de. Je peux pas te le dire comme ça, là, c'est D'accord. sorti du contexte, ça me vient pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut pas faire de dictionnaire. Alors, tu sais que j'ai écrit un livre là-dessus, je vais écrire, enfin, j'ai commencé, un livre sur les rêves. Justement, je le fais pas sous forme de dictionnaire. Jung était contre cette idée-là. On peut pas, on sait parce qu'il y a les archétypes, qu'il y a des symboles récurrents communs à tout le monde. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt le langage du rêve. C'est un peu, comme je dis, il faut voir ce qui s'y passe, Ouais. l'action qui s'y passe. C'est comme une pelote de laine, il faut tirer le fil et questionner et aller chercher. Est-ce que justement les dictionnaires de symboles peuvent nous aider dans ces cas-là? Alors oui, ceux de symboles, parce que, alors notamment le jungien, moi celui que j'aime beaucoup, c'est celui qui a été fait par l'Institut jungien, qui est avec la main comme ça. Oui, je l'ai. Ouais. Je crois que je l'ai là. Il est magnifique ce Tiens, livre. tiens, tiens, Le gros celui-là. énorme là. Ça, Ah là, oui, c'est voilà, beau. ça c'est la Bible. Hmm. Voilà. Celui-là, je m'en sers beaucoup. Il est à côté, justement, je l'attrape en séance. Et il parle vraiment par rapport au côté archétypal, au rêve. Voilà. Il y a d'autres livres de symboles que j'aime beaucoup aussi. Des fois, je vais regarder, mais bon, après, je me dis, celui-là, foutier dedans. Enfin, Ouais. Puis ça a c'est pas toujours parce une qu'il va parler des complexité. mythes, des contes, des histoires de l'art, parce que tout ça, ce qui se traduit, qu'on voit dans toutes ces représentations depuis la nuit des temps, ben, en fait, c'était déjà dans l'inconscient des hommes et des femmes de l'époque. Hmm. C'est vrai. Bon, extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Notamment, je vais te raconter le premier rêve qui est noté dans l'histoire, le plus ancien, le rêve le plus ancien qui est gravé. C'est l'époque de Babylone, c'est le rêve de Gilgamesh. Ah, Gilgamesh qui était dans le roi de Perse. oui. Enfin, de l'époque, avant la Perse, en fait, Mhm. l'époque, la Mésopotamie. Hein. Donc, on est vraiment 6000 ans avant. Tiens, d'ailleurs, c'est dingue que tu parles de lui, parce que je viens d'acheter le livre qui parle de son histoire, justement. Et c'est Marius Franz qui en parle. Elle dit, il y a toute une description qu'il est dans un rêve, il y a une étoile qui lui tombe dessus et tout. Donc, l'étoile, c'est le soi. Hein. Et donc, je passe les détails. Et donc, on a décrypté les gravés. Et donc, c'est le rêve le plus ancien de l'humanité qu'on a noté. Et comme elle dit, pour qu'on les gravés, notés dans un temple, c'est donc c'était très parlant les anciens même tu vois à l'époque antique notaient enfin prenaient en compte leurs rêves. Il y a beaucoup de récits de rêves, elle a beaucoup analysé ça, Marius von Franz. Marius von Franz était l'assistante et la dernière collaboratrice de Jung, et elle est morte dans les années 95, et elle a beaucoup amené démocratisé je trouve elle a amené une modernité dans le discours, dans la façon de parler des rêves et de Jung. Ouais, attends. D'ailleurs, j'ai acheté celui que tu m'as conseillé, Voilà, Alchimie. l'alchimie. C'est cette dame-là, Ouais, Marie-Louise ouais. von Von Franz. Ouais. Franz. Ouais. France. Et donc elle dit qu'elle a beaucoup, elle a beaucoup étudié, elle a beaucoup dans ses livres, elle parle comme ça des rêves. On a noté d'un architecte égyptien qui avait noté ses rêves. Donc on a retrouvé des traces et c'est fort parce qu'on voit que c'est des préoccupations et des sujets qui sont récurrents, communs à l'humanité depuis toujours. Ouais, c'est extraordinaire. Et du coup, est-ce que ça fait un lien aussi avec l'inconscient collectif? Il se passe énormément de choses dans Oui, les c'est rêves. ça. Oui, D'accord. oui, On oui, oui. transfère des choses incroyables. Ça rentre en résonance.
Hmm. En fait, plus tu te travailles sur ton propre inconscient, tu, tu fais bouger aussi l'inconscient collectif. Et quand l'inconscient collectif bouge, il vient te toucher aussi toi. Hmm. C'est les deux, c'est interactif. On est tous interreliés. Oui. Ouais. Eh ben, formidable. Merci pour tous ces Bah écoute, avec éclaircissements. plaisir. C'était absolument incroyable. Et ton livre sur les rêves, il va sortir quand? Oh, bah alors déjà, là j'étais interrompue, il faudrait que je m'y remette. Euh, là, il est à l'état de. J'ai écrit plein de trucs, des papiers volants, des notes, donc Bon, on a faut que je. hâte, hein. Il faut qu'il Donc, sorte, hein, ce bouquin. donc voilà, donc je compte sur cet été en fait. Je pense que j'aurai plus de temps cet été et il faut vraiment que je m'y mette profondément. Là, j'ai commencé, j'ai échafaudé enfin un peu mais ça encore, voilà. Hmm, extraordinaire. T'as d'autres projets, sinon, en route? En livre ou en projet en vie? Vas-y, balance tes projets. Ben, je vais aller vivre ailleurs, je vais déménager, je vais acheter une maison. Mais tu restes Donc ça toujours à côté de participe. Bordeaux. Oui, c'est à 1 heure de Ouais, Bordeaux. Mm. d'accord. Tu te mets ouvert, quoi. Ça, Voilà, à la campagne. t'as bien raison. J'ai juste une dernière question. J'avais un truc à te dire, mais j'ai zappé. Oui, non, non, c'était pour parler aussi par rapport au tarot. Et voilà, c'est avec toi que je fais une formation de tarot Oui, c'est vrai. psychologique. Et c'est absolument passionnant. Et je te remercie pour tous tes enseignements. Bah, c'est un plaisir. C'est trop bien. Voilà. Ben, merci infiniment, Sophie, d'avoir accepté mon invitation. Vraiment. Et merci tout le monde. Merci d'avoir participé, d'avoir posé des Oui, questions. C'est toujours très intéressant. merci tout le Et monde. même si on ne se voit pas, c'est super chouette. Ouais. Très belle soirée. Bonne nuit. Prenez soin de vous. Et puis, bisous, Sophie. Et puis, nous tous, mes étoiles, à la semaine prochaine. Ciao. Oui. Bye. Ciao.